Eh bien, bonsoir à tous. Je dois avouer que j'attends ce moment depuis des semaines, et même Bénédicte depuis le jour où tu m'as fait l'amitié de me donner ton manuscrit pour le lire. Bénédicte, tu m'as aussi fait l'honneur de répondre à mes questions il y a quelques mois dans ton passage dans 40 nuances de Next que produit Feuille Blanche. Et à l'époque, c'est-à-dire en mars 2025, c'est-à-dire presque avant-hier, tu cherchais encore ton éditeur. 8 mois plus tard, nous voici ici tous réunis et nombreux, avec devant nous l'objet qui a pris vie. Alors, il y a des livres qu'on commence sans pouvoir les lâcher. Et le premier roman de Bénédicte Sanson, L'inconcevable Merci, fait incontestablement partie de cela. Ce soir, nous sommes accueillis par la librairie L'Atelier. C'est ici que tu as acheté, Bénédicte, tous les livres d'enfants, avant que cette partie soit délocalisée en face, et surtout tous tes livres de chevet. Et ce soir, c'est avec d'autant plus d'émotion que nous nous retrouvons dans ce petit coin du 20e arrondissement de Paris, car ce quartier, c'est donc le tien depuis plus de 30 ans, celui de beaucoup d'entre vous, et vous qui avez d'ailleurs côtoyé l'auteur. Et c'est aussi le théâtre de ton premier roman. Bénédicte, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Mais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, mais j'en doute dans cette salle, je voudrais dire quelques mots. Tu es donc auteur et tu es, depuis plus de 15 ans, la cofondatrice et la déléguée générale de Réseau, Grandir ensemble avec le mentorat. Tu passes une grande partie de ta vie à accompagner les autres. Moi, j'aime dire que tu es la bonne fée des entrepreneurs qui croisent ta route. Je ne surprendrai personne en disant que ton fer de lance, c'est l'engagement. L'engagement auprès des entrepreneurs à travers ton métier, l'engagement auprès d'associations comme Apprivoiser l'absence, et nous en parlerons. Ton écoute est plus que précieuse, ton sourire accompagne chacune de nos vies, et tes mots aujourd'hui sont une ode à la vie. Alors merci d'avance pour cet échange que nous allons avoir, et nous n'allons pas pleurer. Bénédicte, tu publies donc aujourd'hui un roman né d'une épreuve intime. Qu'est-ce qui relie finalement ces deux élans, accompagner et écrire ? En fait, quand cette épreuve intime, et vous la connaissez toutes, est arrivée, et d'ailleurs, je vais commencer d'abord par vous dire merci d'être là, parce qu'il y a toute ma vie en fait devant mes yeux, et c'est très émouvant. Je vais aspirer, ouais. Donc merci d'être là. Merci, et merci à la librairie de m'accueillir ce soir. Donc qu'est-ce qui relie l'écriture à l'accompagnement ? Bien, quand cette perte est arrivée, j'ai lu énormément de choses, mais je n'ai lu que des histoires qui racontaient la perte d'un enfant juste avant, les quelques mois après, mais aucun livre ne me disait ce qui allait m'arriver pour le reste de ma vie. Et assez vite, je me suis dit, il faut écrire ce livre. Il faut écrire un livre qui donne espoir aux parents, qui leur dise qu'il y a un lendemain qui est possible. Et c'est comme ça que je me suis mis dans ce parcours d'écriture pour partager ce que pouvait être ce beau lendemain et peut-être continuer justement l'accompagnement des parents, renforcer cet accompagnement en leur remettant un peu d'espérance en fait dans leur vie. Alors ce roman, tu l'as dit, il est né d'une histoire profondément intime, la mort de ton fils Louis, il y a bientôt 14 ans. Et peut-être que pour continuer, parce qu'on a déjà commencé cet échange, je te propose de lire une partie du prologue. Aurais-je vu ma mère à nouveau heureuse si ce jour-là, je n'avais pas eu cette idée effroyablement stupide ? Je me souviens de ce dimanche tout gris comme si c'était hier. C'était le début de l'après-midi, je m'emmerdais ferme. Il pleuvait, la lumière était fade et fuyante. Nous avions fêté mon anniversaire la veille. J'avais pris la tête à tout le monde en dénigrant le resto que mes parents avaient choisi. Je préférais celui où j'allais avec le père de Quentin. Quentin que j'attendais pour notre habituelle partie de tennis. Ma mère jouait avec mes sœurs dans le salon, elle qui a en horreur les jeux de société. Mon père était parti depuis près d'1 heure pour acheter une baguette à la boulangerie d'à côté. Comme tous les dimanches de décembre, celui-ci était froid, sombre, sinistre. Cette journée suintait le mortel ennui.
Je devais absolument inventer quelque chose pour faire exploser ce train-train insupportable qui s'était installé insidieusement au fil du temps. Il allait finir par nous asphyxier. Je le sentais. Pourquoi ma mère, si joyeuse quand j'étais petit, si énergique à mener toujours 10 projets de front, rayonnante en reine de la fourmilière, pourquoi se laissait-elle aller dans un renoncement sinistre et grinçant? Comment mon père, figé dans son austère et perpétuelle rigidité, pouvait-il encore s'imaginer nous cacher ce qui ressemblait de plus en plus à une double vie? C'était il y a 8 ans. Mes sœurs avaient 10 ans et 6 ans. Et même si j'en avais à peine 13, je n'étais pas dupe. Notre famille courait à sa perte. J'étais l'aînée, c'était à moi de lancer l'alerte pour que nos vies se redressent et soient exceptionnelles. Nous avions tout, nous n'en faisions rien. Ça me révoltait un tel gâchis. Et si je laissais faire, les parents allaient tout foutre en l'air. C'était à moi de donner le coup de pied qui allait nous projeter vers l'inconnu. Un inconnu éblouissant ou terrorisant, époustouflant ou glaçant. Un inconnu où les cœurs s'emballent, les pouls s'accélèrent, les mains deviennent moites, les jambes flageolent, les estomacs se nouent, les larmes assèchent les corps. Un inconnu de haine et d'amour, de cris et de murmures, de coups et de caresses, peu m'importer cet inconnu, mais un inconnu où nous serions vivants. Je devais absolument trouver l'idée de la grande déflagration, capable de nous désincruster de ce quotidien gluant d'ennui. C'était ma responsabilité. Avez-vous déjà eu peur ? Depuis quelques années, et particulièrement en cette période d'adolescence, quand mes parents me prenaient la tête, je les imaginais morts et moi enfin libre. La terreur à l'idée de les perdre m'envahissait alors brutalement et la pire des souffrances devenait soudain préférable à l'idée de les voir disparaître. C'est comme ça que j'ai trouvé l'idée prodigieuse pour nous arracher à notre torpeur, la peur. Une expérience de peur telle que chaque fois que l'un des deux commencerait à se laisser aller, la peur viendrait les torturer au plus profond d'eux, comme le ferait un clou pointu hérissé de limailles enfoncées dans leur chair. Merci pour cette première lecture. Je suis tombée en préparant cet échange sur une phrase d'Antoine Léris qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et il disait « L'écriture n'a pas de vertu thérapeutique, mais c'est une parenthèse dans le chagrin ». Je crois que tu n'es pas tout à fait d'accord avec lui, mais peut-être qu'avant que tu nous répondes, tu peux peut-être nous lire Le Café. Alors je vais juste introduire, c'est le personnage de la mère dans le livre. C'est un trajet qui revient tous les jours, depuis tellement d'années, que je ne sais plus exactement quand il a commencé. À mon entrée en seconde, peut-être, ou était-ce après avoir quitté le nid familial ? Oui, je crois que c'était plus tard, en première année de prépa. À cette époque, il était bien long le trajet de ma petite chambre, ancienne cellule de moine, jusqu'au réfectoire à l'odeur de rance. Je devais traverser tout le cloître vanté et à moitié à l'abandon. Le temps chaque matin de replonger dans cette vie sinistre de bosseuse qui rêve encore d'intégrer une grande école. Ce grand cloître gris, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me levais à la dernière minute, m'habillais dans le froid glacial. Les prêtres étaient toujours bien économes côté chauffage. Et un cahier à la main pour une dernière révision, je m'installais à la table collante pour avaler rapidement le nez dans mon bol, l'infâme café Robusta. Que je le détestais, ce moment qui signalait la fin de ma très courte tranquillité, entre le moment où j'avais lâché pour me coucher enfin les dernières lignes de cours à faire rentrer de force dans mon cerveau saturé, et celui où je devais y retourner pour enfoncer une journée de plus l'entonnoir dans ma cervelle. Entonnoir dans lequel des profs d'une ambition démoniaque pour moi, soi-disant bien, verseraient en gépuissant leur savoir, leurs règles et leur toute-puissance pour tenter d'obtenir le meilleur taux de succès aux concours nationaux. Comme je le détestais ce trajet à cette époque, ce trajet de mon lit au café du matin. Comme la vague qui vient s'écraser sur le sable, comme le jour succède à la nuit, comme l'hiver vient à la fin de l'automne, comme une journée de travail prépare la journée suivante, comme le métro engloutit chaque matin des millions de voyageurs, sans se soucier des tremblements qui secouent nos vies, ton café est là, et ton fils est mort. Pourras-tu encore prendre un café sans ressentir la douleur de ce matin-là ? Pourras-tu encore admirer le soleil se coucher en espérant un beau lendemain ? Pourras-tu encore penser à la vague sans la ressentir te broyer ? Ce travail d'écriture, Bénédicte, il a été salvateur, c'était une urgence ? C'est effectivement une urgence et
Et cette douleur qui revient, même quand je le dis, j'ai voulu m'y confronter et j'ai voulu faire toucher du doigt à tous ce que pouvait être une perte pareille en passant par les émotions. Donc j'ai fait un très gros travail où j'ai énormément pleuré, comme vous vous en doutez, où j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait faire ressentir au lecteur ce que moi-même j'avais ressenti. Avec peut-être cet espoir que ça allait user la douleur et user le chagrin et user la perte pour me permettre de passer à autre chose. Donc effectivement, je peux pas dire, je peux vraiment pas dire que c'est une parenthèse dans le chagrin, l'écriture. Ça a été d'abord une confrontation au chagrin pour essayer de l'intégrer, de finir par réaliser que oui, c'était là et que ça ne reviendrait plus jamais comme avant. Donc cette confrontation a été très très importante et ça a donné la première version de mon roman et Dieu merci, c'est pas celle que vous allez lire. Parce que cette première version, elle t'a permis de poser les choses. Mais c'est qu'après que tu en as fait un roman choral. Donc un roman choral, c'est un roman qui est vu de différents points de vue, par différents personnages. Donc il y a une écriture différente, on s'attache aux différents personnages, on a hâte de savoir la suite et de comment le personnage se comporte. C'était important pour toi d'avoir ce regard multiple sur le deuil ? Oui, parce que justement, en faisant ce travail de confrontation à l'écriture et à ce qui m'était arrivé, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point ce que moi je ressentais, il y en avait sans doute d'autres qui l'avaient ressenti, peut-être avec moins d'intensité, mais avec l'inconvénient pour eux qu'ils ne pouvaient pas l'exprimer, ils ne pouvaient pas le dire, parce que le deuil d'un parent est déjà... Enfin, le deuil en général est très tabou. Le deuil d'un parent est tétanisant. Mais tous les deuils périphériques, eux, sont des deuils interdits, ils n'ont pas le droit de s'exprimer parce que est-ce qu'on peut s'autoriser à se sentir triste, endeuillé face à la douleur d'un parent ? Bah non. Et ça, je m'en suis rendu compte en l'écrivant. Et petit à petit, je me suis dit, il faut absolument que je donne la parole à toutes ces personnes qui ont été dans l'onde de choc de ce drame, de cette perte. Il faut que je réhabilite quelque part tous ces deuils, l'entourage, et puis que je puisse aussi donner des clés à tous ceux qui connaissaient peut-être même pas mon fils, mais qui me connaissaient moi, connaissaient mes filles, connaissaient mon mari, étaient effondrés par notre tristesse et finalement étaient complètement sans outils. Je trouve pas le mot. Oui, complètement démunis, face à notre chagrin. Ils auraient tellement aimé nous aider, mais ils n'y arrivaient pas. Ils avaient peur de faire des gaffes, alors que un mot, un sourire, c'est jamais une gaffe. C'est juste merci de nous tendre la main. Et c'est la vie. Voilà, et c'est la vie. Et donc, je me suis dit qu'il fallait mon but n'a jamais été parler de ma tristesse et ni de mon fils, ni même si ça passe au travers de ça, mais vraiment de faire vraiment ce travail de réflexion pour essayer d'intégrer tous ceux qui font partie de cette histoire et de pouvoir apporter peut-être une consolation à tous ceux qui en font partie et puis effectivement ces fameuses clés pour arriver à remettre ces deuils, en fait, ces morts au cœur de nos vies parce qu'ils en font partie et qu'on a besoin d'en parler. Et c'est important que chacun puisse exprimer ce qu'il a à dire autour de ça. Parmi ces personnages à qui tu donnes la parole, il y a un jeune ado qui s'appelle Oscar et qui remet un peu de vie et de sourire à un moment très particulier. Je te laisse nous le lire. Donc c'est Oscar qui parle. Nous sommes dans cette église. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Nous voulons que ses parents sachent que nous l'aimons.
Nous avons choisi des textes pendant la semaine. Nous en avons écrit aussi. Maintenant, il faut les lire. Je vois sa mère qui parle. Sa voix tremble, mais elle ne pleure pas. Mais comment fait-elle ? Nous n'allons jamais y arriver. Moi, je ne veux pas craquer, c'est trop important. Il faut que Louis soit fier de nous. Il faut qu'il sache qu'il peut compter sur nous. Et nous y arrivons, les uns après les autres. On ne lâche rien. Et finalement, le fou rire nous prend. C'est nerveux, on n'y peut rien. On s'en fout, ce n'est pas grave. Ça caille, et le curé est en sandales. Comment faire pour ne pas rigoler quand un curé se balade en sandales un 16 décembre par un temps de merde ? C'est eux qui étaient ados à l'époque. T'as ressenti... Il y a une scène du livre où tu parles, vous vous retrouvez tous et vous échangez. Je crois que dans la vraie vie, t'es retourné les voir. Oui, parce qu'effectivement, quand j'ai décidé de créer tous ces personnages et de faire un roman choral, je savais ce que moi je ressentais. Je savais pas trop ce que ressentaient mes filles. Puis il y a eu d'autres personnages. Il y a eu ma mère. Alors elle me parlait, on se parlait beaucoup, donc là j'avais un peu plus d'éléments. Et ta mère, c'était important parce que elle n'était pas dans les premières versions du livre. Ouais. Pas que tu avais voulu la gommer, mais elle n'était pas dans les premières Non, versions. elle est venue effectivement après parce qu'elle donnait beaucoup de sens. Elle donnait beaucoup de sens aussi à ce que j'ai dû rajouter quand je suis passée à la deuxième version. Et puis, il y avait tous mes amis, et là, vous en êtes tous. Il y avait tous mes amis, voilà. Et effectivement, il y avait la bande de copains. Et cette bande, mon Dieu, qu'elle était importante dans la vie de Louis. Et je ne pouvais pas passer au travers de la bande. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ressentent, ces copains ? Ils sont là, je vois. Qu'est-ce qu'ils ressentent, ces copains ? Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Parce que moi, j'ai des idées, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Et donc, un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le papa d'un de ses copains, que j'apprécie beaucoup, et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, j'ai écrit un livre, il ne le savait pas, et j'aimerais donner la parole à ses copains, et j'aimerais beaucoup revoir ses copains. Est-ce que tu crois que je peux aller les chercher ? Et leur demander s'ils seraient d'accord pour venir me parler. Il m'a dit, mais écoute, fonce, je pense qu'ils seront très heureux de le faire, et puis je te fais confiance, tu sauras leur écrire. Et donc, je les ai contactés. Ils sont là ce soir, la plupart de ceux qui ont répondu à mes questions. Ils n'ont pas tous répondu, et c'est OK. Il n'y a pas de sujet. Et ça a été des moments de joie extraordinaires. Alors, j'ai pleuré, mais j'ai aussi passé des moments extraordinaires quand les uns arrivaient dans mon salon, s'installaient comme avant, disaient « Ah là, je jouais de la guitare ». Et puis, ils m'ont parlé de façon extrêmement transparente, en me parlant de leur culpabilité, se demandant s'ils avaient fait quelque chose, s'ils l'avaient harcelé. Leur culpabilité aussi de se dire et ils l'ont pas harcelé. Leur culpabilité aussi de se dire, mais est-ce que moi je continue ma vie et je continue à rire et je continue à faire du skate et je continue plein de choses, et il y a plus Louis, et pourtant moi j'avance, hein. Et vraiment ils m'ont dit des choses extraordinaires sur leur voilà, et puis comment ils y pensaient toujours, et quelle place ça avait pris dans leur vie, et même si c'était peut-être pas tous les jours, de temps en temps, ils se disaient, peut-être si j'ai dit ça aujourd'hui, si je me sens plus à l'aise face à un deuil, si je sais accompagner quelqu'un qui va mal, c'est peut-être aussi grâce à ça. Donc, pour moi, ça a été un moment hyper heureux, très fort émotionnellement, épuisant, mais voilà, magique. Et puis, j'ai aussi demandé à quelques amis de me parler. Il y en a qui ont vraiment pas pu. C'était trop dur. Puis je me suis dit, mais moi aussi, j'ai été une amie d'une maman endeuillée, donc j'ai essayé aussi de me reconnecter à cette autre face de moi. Donc ça a été vraiment un travail où j'ai essayé de me mettre à la place de chacun des personnages, et puis de les faire parler chacun à leur façon et chacun de leur place, pour qu'ils racontent leur propre parcours, et en s'entrecroisant avec tous les parcours des autres. Voilà. Alors, je crois que tu m'as confié que tu avais même utilisé un fichier Excel pour être sûr qu'il restait constant et que tu n'en oubliais pas à un moment de l'histoire et du parcours. Oui, parce qu'effectivement, après ma première version, donc, qui était très dense et qui était dans un niveau d'émotion
très très fort. J'ai fait relire ce manuscrit parce qu'il était refusé de tous les éditeurs. Bon, ça c'est l'avis de ceux qui écrivent. Et donc on m'a recommandé d'aller voir une personne dont le métier est d'accompagner les auteurs à aller jusqu'au bout de leur livre pour qu'ils correspondent aux besoins des lecteurs. Et donc, cette personne a lu, elle m'a beaucoup encouragée sur mon écriture. Puis, elle m'a aussi dit, voilà, il faut que tu tires tous tes personnages, il y en a quelques-uns comme ça qui apparaissent, et puis après, on les perd et ils n'existent plus. Et donc, il fallait que je nourrisse chacun des personnages jusqu'au bout. Je me rappelle plus de ta question. C'était ça, c'était mon fichier Excel. On peut être auteur et utiliser un fichier Excel. Et donc, il fallait que je me remette à écrire. Et je lui dis, mais j'ai plus la force. Elle m'a dit, mais tu as écrit le plus dur aujourd'hui. Ce qui te reste à écrire, ça va être que du bonheur. Elle a pas eu complètement tort. Même ça m'a fait vraiment plaisir ce qui reste à écrire. Et donc, j'ai dû tirer chaque personnage. Alors, il y avait des personnages, c'était chouette. J'ai parlé de la bande, c'était vraiment super. Puis, il y avait des personnages, c'était par exemple le papa. Et on s'est séparés après avec le papa, et je voulais surtout pas que ce soit un livre de règlement de compte, mais vraiment un livre qui raconte la place de chacun et comment chacun vit son chemin. Donc ça a été moins facile, ça c'est inventé. Mais d'ailleurs, il y a des personnages qui sont des évidences. On pense notamment aux sœurs, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui apparaissent, comme Cassandre, par exemple, ou Léman, où on se dit, tiens, pourquoi ils sont là, ces personnages ? Alors, avant de répondre à ça, je dirais le fichier Excel, parce que c'était quand même la question du départ. Et effectivement, il y a 9 personnages. Et pour aller jusqu'au bout du livre, j'ai pris un fichier Excel. Je me suis dit, tel personnage, il porte tel sujet. Et alors, c'est un roman choral et c'est une série. Donc, c'est une série avec... il y a 8 saisons, entre 15 et 25 épisodes par saison. Et chaque personnage est dans chaque saison, une ou plusieurs fois, dans chaque saison pour qu'on les suive tous. Donc, il fallait que j'arrive à remplir chaque saison et je construis mes épisodes. Donc, le fichier Excel, il m'a permis de poser ce que chaque personnage portait. Et ensuite d'identifier chaque chapitre, chaque épisode pour chaque personnage, en faisant tirer. Et effectivement, il y a des personnages évidents comme les parents, comme les sœurs. Et puis il y a effectivement un personnage qui est celui de Cassandre. Et Cassandre, en fait, c'est l'amoureuse de Louis. Est-ce qu'elle a existé ? Est-ce qu'elle n'a pas existé ? J'en sais rien. Mais pour moi, l'adolescence, c'est tellement la période de l'amour que j'ai eu envie de lui créer une amoureuse. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'est venu ce personnage de Cassandre. C'était un peu essayer de lui faire vivre quand même cette magnifique histoire de l'amour qu'on a tous envie de connaître. Et voilà. Donc ça, c'est Cassandre. Et puis, il y a Léman. Est-ce que tu veux nous lire Léman avant de nous en parler ? Allez, je vais vous lire Léman. J'ai tellement envie de te prendre dans mes bras. C'est possible pour toi ? J'avance d'un pas. Je me tiens droit devant toi. Pas raide, mais solide. Je tends mes mains vers toi. Tu les prendras ? J'avance encore d'un pas. J'ouvre mes bras. Tu ne bouges pas. Tu me regardes. 2 larmes coulent le long de tes joues. Même un tout petit pas, c'est encore trop pour toi. Tu as mal. La diagonale du fou ? Une balade quand on remonte de là d'où tu viens. Alors j'avance encore. Un pas, puis un autre. Je te prends dans mes bras. Tu appuies ta tête sur mon épaule et tu pleures. Tes sanglots me déchirent. J'espère seulement que tu ne sens pas les larmes qui montent maintenant en moi. Je suis là, je ne pleure pas ton enfant que je ne connaissais pas. Je vais partager ta peine avec toi pour en emporter un petit peu avec moi. Je ferme les yeux un instant et je me transporte en toi pour la porter avec toi. Ça fait atrocement mal, et je sais pourtant que ce n'est rien à côté de ce que tu ressens à cet instant. Prends mon air. Je voudrais te raconter la douceur et apaiser ta douleur. La douceur, pour se laisser traverser par la douleur et les larmes sans résister, pour être dans les bras de ceux et celles qui aiment, pour être présent sans exigence, écouter sans obligation de répondre, pour recevoir la confiance, sans un mot, écouter intensément et consoler profondément, pour t'accueillir dans mes bras comme un merci. Et donc Léman, je pense que vous serez nombreux à vous reconnaître. Léman, c'est le personnage qui rassemble en fait
toutes ces mains tendues, toutes ces personnes qui ont été là pendant toutes ces années, qui m'ont accueillie à chaque fois que c'était dur, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment. Et j'en ai fait un seul personnage qui représente effectivement tous ceux qui m'ont vraiment accompagnée. Voilà. Et sinon, il aurait fallu que j'écrive une page par personne. Et là, vous auriez eu 3 dictionnaires. Encyclopédie. Voilà. Donc non, ça, c'était pas possible. Donc voilà le secret de l'aimant. De l'aimant. Il y en a d'autres qui imaginent des choses. Mais, mais c'est pas ça. Mais chacun vit ce qu'il veut. D'ailleurs, je l'ai précisé, c'est un roman. Ce n'est pas un récit. Donc, c'est inspiré de la réalité. Est-ce que tu réponds à ceux qui cherchent à savoir ce qui est faux ou ce qui est vrai? En fait, ça dépend de qui me pose la question et sur quoi. Donc, et si c'est en public ou en privé, enfin, ça dépend de mon humeur. J'avoue que ça, c'est un petit jeu aujourd'hui. Bon, on va pas jouer tout de suite, il y a beaucoup trop de monde pour répondre à ces questions. Tu m'as confié que plusieurs personnes qui avaient lu le livre, certaines te connaissent, d'autres te connaissent pas, t'avaient reporté qu'ils trouvaient que ce premier roman était un livre fondamentalement féministe. Et je me souviens t'avoir écouté dans un autre podcast chez Marthe, avec Charline qui est au premier rang là ce soir. Et dans ce podcast, elle te posait une question sur le féminisme et ton rapport au féminisme. Et il n'était pas hyper clair, ou en tout cas, tu disais que tu avais mis du temps à appréhender ce mot, cette notion, et de te l'approprier. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand des lecteurs ou des lectrices te disent que ce roman est un roman féministe? Alors effectivement, je me souviens de ce podcast. C'était... je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le féminisme? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une très mauvaise idée du féminisme. Le féminisme, pour moi, c'était les femmes qui luttaient contre les hommes. Et dans mon histoire familiale, je voulais surtout casser ce schéma-là. Donc, je voulais surtout pas être féministe. Et puis, Charline m'a donc appris ce qu'était le féminisme. Et je me souviens que j'ai beaucoup préparé ce podcast. Et que depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'était le féminisme, mais je n'ai jamais voulu écrire un roman féministe. Donc aujourd'hui, je me dis, finalement, j'ai réussi à faire quelque chose, et pour moi, c'est beau le féminisme, c'est faire en sorte que les femmes trouvent leur place, et qu'on soit dans une société équilibrée. Et des fois, on dit aussi que je fais un roman un peu politique, mais en fait, c'est pas du tout un combat dans ce livre, mais je suis très heureuse en fait qu'il transparaisse en fait au travers de ce que j'ai écrit, parce que ça veut dire que je le porte maintenant de façon très intuitive et que ça fait partie de moi. Donc voilà. Ce qui fait partie de toi aussi, c'est que tu es super engagée dans plein d'activités, dans des associations, dans ton travail. Tu travailles comme une dingue. On t'envoie un message à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On a une réponse assez rapidement. Et donc là, on se dit comment elle a trouvé le temps d'écrire ce bouquin et comment t'as libéré du temps pour pouvoir être sur l'écriture de ce premier roman. Effectivement, c'est une écriture qui m'a pris quasiment 10 ans. Avec des pauses de 2 ans, 2 fois. Hein. Donc, même s'il tournait dans ma tête, il fallait que j'ai la force de m'y confronter. Donc, la première version a pris 8 ans et la deuxième version, 1 an et demi. Et il y a eu 250 pages de plus entre la première et la deuxième version. Donc, ça a été beaucoup plus rapide. Et en fait, c'est surtout la deuxième version, ça a été un choix. Un choix que parfois on m'a un peu reproché, mais voilà, maintenant je me rends compte que j'aurais dû plus dire pourquoi j'étais pas visible à ce moment-là. Mais ça a été un choix, et en fait j'avais décidé de consacrer un jour sur les 2 de mes week-ends à écrire et presque la moitié de mes vacances. Donc du coup ça me rendait quand même beaucoup moins disponible pour mes amis, et puis j'ai compris plus tard qu'en fait ils s'inquiétaient un peu. Mais effectivement ça a été vraiment du travail et de l'investissement temps vraiment important. Voilà. Mais comme je voulais absolument que ce livre soit publié, en fait, c'est ce qui aurait donné ma légitimité d'écrivain et à mon propos, à mon envie de vraiment aujourd'hui être en mesure de pouvoir m'engager pour partager cette conviction qu'il faut vraiment sortir des tabous du deuil et des deuils interdits. Il fallait que j'y consacre le temps nécessaire pour pouvoir le faire.
Voilà. Et ça n'a pas été du tout un sacrifice pour moi, parce que je me suis découvert une vraie passion pour l'écriture. Donc, c'est, comme tu dis, le premier roman. Mais effectivement, c'est pas le dernier. C'est possible le dernier. Mais c'est un choix de loisir, mais de loisir chronophage. Ça faut. Voilà. Quand on t'écoute, en tout cas depuis le début de cette conversation, on sent que ce qui est important aussi, c'est de tisser des liens et que finalement, ce livre autour du deuil, c'est aussi une manière de retisser des liens, recréer un village. C'est vrai que je suis désespérée quand je vois comment parle la société, comment la violence entre nous, etc. Entre nous de façon générale, pas entre nous ici. Et effectivement, je me dis que le seul vrai moyen de réparer ça, c'est de réouvrir la parole et de se parler et de se dire les choses sincèrement. C'est pour ça que je dis souvent, quand j'écris, la seule chose qui m'intéresse, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est ce qui nous fait battre le cœur, c'est l'intime en fait qui m'intéresse parce que c'est ce partage d'intimité qui permet de créer du lien. Et on le sait, on le voit même dans sa vie professionnelle, quand on accepte de partager sa vulnérabilité, c'est là qu'on crée des liens vrais avec ses clients, ses fournisseurs, machin. Et c'est là que les relations sont tellement agréables et que c'est tellement plus chouette d'aller travailler quand les relations sont plus agréables. Donc, ce travail sur le lien, pour moi, il est fondamental et c'est vraiment ce qui m'anime. On arrive à la fin, parce qu'on va quand même laisser notre public te poser quelques questions. Mais si tu devais laisser une seule phrase, une conviction issue de ce deuil que tes lecteurs, tes lectrices doivent retenir en fermant la dernière page de ton livre, ce serait quoi ? L'inconcevable merci, ça fait 3 mots. Et la boucle est C'est la joie de cette transformation. En fait, c'est aussi difficile à dire que l'inconcevable merci. J'aurais tellement préféré que ce soit autrement. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Et nous, on est heureuses de te lire. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour notre auteur ? Alors oui, il y avait un titre A. Le titre A, c'était La vie est belle. Et j'ai eu l'immense chance d'être accompagnée par Christophe Fauré, donc qui a bien voulu me faire la préface. Christophe Fauré, qui est la référence, c'est d'ailleurs quelqu'un qui est ici qui m'a adressé à lui. Et quand il a beaucoup encouragé mon travail d'écriture, et quand je lui ai parlé de ce titre, il m'a dit c'est nul. C'était déjà pris, ouais, mais ça, mais c'était La vie est belle ou quelque chose comme ça, mais peut-être pas La vie est belle parce que j'avais quand même dû chercher, mais que La vie est belle peut-être. Et il m'a dit c'est nul, et il m'a dit mais va plutôt chercher dans les oppositions. C'est ça qui va donner la force et qui va intriguer. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée à l'inconcevable merci. Et c'est un titre que j'ai du mal à assumer. Quand j'en ai parlé à mes filles, ça nous a laissé perplexes. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un peu une phrase un peu fétiche, on peut dire, quand on se dit ouais, mais est-ce qu'on aurait connu ça si c'était pas arrivé? Et puis là, elles disent inconcevable merci. Et voilà, donc c'est ça. Et puis il y a eu un jour très difficile pour moi avec ce titre, c'est que je me suis rendu compte en mai, c'était quelques jours après avoir signé avec mon éditeur, je me suis dit mais en fait tout le monde le sait, mais pas Louis, je suis pas allée lui en parler. Et donc je suis partie au Père-Lachaise
Et donc, je me suis assise en face de lui, puis je lui ai dit, bah voilà, c'est l'inconcevable merci. J'ai cru que je repartirais jamais du Père Lachaise. Voilà, donc voilà, c'est parce que je me sentais coupable vis-à-vis de lui dire, bah merci d'être mort. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Enfin, voilà, c'est ça que je ressentais à l'intérieur de moi. Mais je peux pas te dire ça quand même, c'est pas possible. Et voilà, pour dire aussi que le lien, bah, il est là aussi. Ce livre et le fait de l'avoir sorti, de l'avoir vu, de l'avoir tenu entre mes mains, ça a été aussi cette histoire de, bah voilà, maintenant Louis il a sa place, comme mes deux filles ont chacune leur place auprès de moi, et lui il a ce rôle-là, et chacune de mes filles a un rôle bien particulier, et lui c'est celui de me secouer un peu de temps en temps, et puis de m'avoir ouvert à l'écriture, et pour ça, je lui dis merci. Et Christophe Aurel, lui, il m'avait même dit, je vais le présenter à des éditeurs. Et il me dit, mais tu me jures que tu m'en voudras pas si je le présente pas, parce que je peux pas présenter tout ce qu'on me file à lire. Et je me souviens, en fait, ça n'a rien à voir avec ta question, mais j'étais en Islande, au milieu d'un paysage à couper le souffle, et là, je vois appel Christophe Aurel. Qu'est-ce qu'il me veut? Il me dit, Bénédicte, je viens de le lire, mais il faut absolument que tu sois édité. Voilà, c'est un beau souvenir pour moi. Mais sinon, mes bêta-lecteurs, alors au début, ça a été plutôt des personnes qui me connaissaient, qui ont lu la première version. Et je l'ai pas mal diffusé. Et en fait, ils étaient bouleversés. Puis il y en avait aussi qui n'arrivaient pas à le lire. Ils me disaient, mais c'est pas possible, j'étais devant les yeux, je peux pas. Enfin, je vous ai lu le début du premier chapitre. Il y en a qui n'arrivaient pas à dépasser ce premier chapitre-là. Donc ça a été la première version. Plutôt des amis. Puis pour la deuxième version, on m'a dit, il faut que tu aies des gens qui te connaissent pas ou très très peu. Donc effectivement, là, je suis plus allée chercher des personnes qui me connaissaient pas beaucoup. Et c'est vrai que Thomas insistait beaucoup pour que Solène le lise. Je dis, mais non, elle me connaît. Il dit, mais je t'assure, elle sera objective, etc. Et donc, elle l'a lu. Et c'est vrai que j'ai eu 5-6 bêta-lecteurs et qui, eux aussi, m'ont dit, bah, écoute, vas-y, moi, c'était bien, c'était important. J'avais besoin aussi d'avoir des hommes qui lisent. Et ça, j'en connaissais moins à qui je pouvais le soumettre parce que je voulais savoir ce que ressentait un homme. Parce qu'on me dit souvent aussi, toutes les femmes devraient le lire, ce livre. Donc je me dis, mais toutes les femmes, pas les hommes. Et puis les hommes qui l'ont lu, finalement, m'ont aussi beaucoup encouragé à essayer de trouver un éditeur. Voilà, donc apparemment, il est unisexe. Quand même. Même si les femmes se sentent particulièrement touchées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chapitres qui sont, quasiment à l'exception de 1 ou 2, tous les chapitres, tous les épisodes qui sont dans le premier jet sont aussi dans le second. Et en fait, j'ai rajouté des choses dans le deuxième, ce qui a permis d'avoir aussi des moments de respiration, où le lecteur reprend son souffle. Et le premier jet était beaucoup plus cru parce que tous les chapitres s'enfilaient à chaque fois. On prenait un peu cher au niveau des émotions. Et en rajoutant tous les autres chapitres, ben ça a permis de rajouter des moments de douceur et d'avoir des histoires de personnages moins impliqués dans le quotidien et dans la douleur très forte de la mère. Donc ça a vraiment c'est ce qui fait la différence surtout entre le premier et le deuxième jet. Et après, c'est effectivement en allant interviewer et puis en cherchant avec mon fameux fichier Excel tout ce que je pouvais faire dire à chaque personnage en fonction j'ai construit l'évolution
du message de chaque personnage, en faisant toujours très attention d'amener vraiment des moments de lumière, des moments où on rit. J'ai ma petite sœur, parce que là, je peux en parler, elle n'est pas là, qui m'a fait un retour et qui m'a dit bon, j'ai adoré, mais je voudrais pas que tu le prennes mal, mais j'ai ri et j'ai même souri, j'ai souri et j'ai même ri en le lisant. Je dis mais tu peux pas me faire plus plaisir, au contraire, parce que c'est vraiment ce que je voulais montrer, c'est que c'est comme le café, la beauté de la vie, elle reste là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réapprendre petit à petit à la regarder. Et c'est en me mettant à la place, pour répondre vraiment à ta question, en me mettant à la place de chaque personnage, que je suis arrivée à passer de cette première version à cette deuxième version. Et du coup, moi-même, en prenant du recul, en me disant, et si j'étais Oscar, et si j'étais ma mère, et si j'étais le sage, puisqu'il y a le personnage du sage, si j'étais l'aimant, si j'étais Cassandre, si j'étais mes filles, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est vrai que les autres reviennent beaucoup plus vite dans la vie que moi. Donc, du coup, ça a permis, voilà, de romancer un peu plus, d'apporter des compléments et de l'ancrer en même temps complètement dans la réalité, parce qu'il y a effectivement une période sur les attentats et qu'est-ce que ça a pu faire pour ses copains, en particulier les attentats, comment ça a fait écho à notre histoire de perdre éventuellement des personnes dans ces attentats ou de se retrouver confrontés de façon aussi crue à la mort. Voilà, donc c'est à la fois, voilà, en me mettant à la place des personnages et à la fois en ancrant dans l'histoire de la vie qui continuait. Donc, il y a sans arrêt des repères temporels pour dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et une des choses qui se passe, ce sont les attentats. Oui, je l'ai ressenti parce que là où au départ c'était mon histoire à peine un peu romancée, quand j'ai commencé à interviewer tout le monde et qu'il a fallu reprendre tout ça pour en faire une histoire. C'est sans doute au travers de mon tableau Excel que je l'ai ressenti, parce que de tirer ces personnages, c'était faire une vraie construction de roman, et c'était pas laisser aller mon stylo sur ce que je vivais. Donc, ouais, c'est vraiment là. Et d'ailleurs, c'est là que je me suis mise à écrire très, très, très vite, parce que je savais exactement ce à quoi je voulais arriver, qui n'avait plus... Ouais, alors, oui, à voir, mais beaucoup moins à voir avec mon vécu très profondément intime. Ouais, j'ai déjà commencé à l'écrire. Et j'ai fait tout un panneau. Non J'ai fait un arbre généalogique. Et donc, j'ai tous mes personnages, et avec chacun son histoire, ce qu'il va porter, etc. Donc, oui, j'ai le suivant. Moi, j'ai une dernière question, parce qu'on en a rapidement parlé, puis là, je me rends compte que je n'ai pas posé la question. Tu as changé les prénoms, comme c'est un roman. Ouais. Par exemple, la mère s'appelle Florence. Quand je t'ai dit pourquoi Florence, tu m'as dit parce que je voulais un prénom commun, à peu près de cette génération. Et le seul prénom que tu n'as pas changé, c'est celui de Louis. Ouais. Alors, est venu d'abord le temps de est-ce que je garde les bons prénoms. Pour écrire, j'ai gardé les bons prénoms. Et c'est après que j'ai changé, parce que je voulais pas, même si j'ai vraiment essayé de faire en sorte que les histoires qu'on m'avait racontées soient mélangées entre les personnages, particulièrement de la bande. Je les ai écrits avec les bons prénoms quand même pour garder mon fil, parce que même moi je suis plus capable de savoir qui. Mais voilà, après j'ai changé les prénoms, puis il y avait un prénom, le prénom de Cassandre, qui s'appelait pas Cassandre au départ. Les filles m'ont dit alors ce prénom-là c'est pas possible. Elles en voulaient pas, donc hop est venu le sujet de on change les prénoms. Et en fait assez vite on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait pour le prénom de Louis? Et on en a discuté toutes les trois, et ouais, on s'est dit que non, celui-là, on pouvait pas le changer. C'était quand même le point de départ, et donc on a statué ensemble et on a gardé le prénom de Louis. Sa manière aussi d'être avec nous. Voilà. Je crois que sur le mot de la fin, tu avais envie de parler de oser. Oser, ouais. Tous ceux qui êtes là, en fait, vous avez osé.
Vous m'avez tendu la main et en fait, je voulais juste vous dire merci pour ça et vous inviter à continuer à oser aller vers ceux qui vivent ces choses si difficiles. Voilà, merci.